On les a bien eus, hein, mon Jean-Louis. Ils ont tous cru qu'on allait faire une vidéo sur les mélipones, sur les abeilles, sur voilà, tu te rappelles, j'ai posté ça, juste ce petit schéma sur les réseaux, et en vous disant la prochaine vidéo d'Erisme TV, il va s'agir de quoi? Ça va être quoi le thème? Et vous n'avez pas trouvé le cerveau. Hein, vous m'avez dit, bah ça ressemble à une abeille, ça ressemble à un insecte, au moustique. Hein, c'est la période, c'est l'été. Ben non, pas du tout. Les nouvelles séries de vidéos qui vont arriver sur la chaîne vont traiter du cerveau. C'est notre nouveau thème, vraiment c'est essentiel, on l'a commencé à l'entrevoir dans les vidéos du système nerveux, hein, ça fait des mois qu'on en parle du système nerveux, que ce soit dans les entraînements physiques, que ce soit dans les interviews avec mes grands amis et coachs Mathieu Boulet, Julien Pinault, etc. On parle souvent de comment le système nerveux, mais aussi Christian Thibaudeau d'ailleurs, comment le système nerveux influence le mouvement, influence la coordination, mais aussi les émotions, mais aussi le comportement, notre posture, tout. Donc il faut qu'on rentre un peu plus dans les détails de vraiment comment fonctionne et comment est organisé le cerveau. On a jusqu'à présent sur Verisme TV regardé vraiment ce qui se passe au niveau du système nerveux dans son ensemble, au niveau de la transmission de l'influx nerveux, au niveau des nerfs, au niveau des neurotransmetteurs aussi. Mais là, on s'attaque à du lourd parce que ce qui se passe entre nos deux oreilles, c'est vraiment d'une complexité complètement folle. Mais c'est passionnant, vraiment passionnant. Donc, c'est parti mon Jean-Louis, je t'ai bien équipé, là, aujourd'hui on va faire de l'anatomie surtout, plus que de la physiologie, mais c'est important de poser les bases de l'architecture en fait, de ce cerveau et comment en fait il se développe. Et là on va voir qu'on retombe toujours sur un concept qui m'est cher, c'est que la contrainte crée la complexité. Sans contrainte, sans problème, on ne chercherait pas des solutions, c'est aussi bête que ça, mais le vivant, il ne serait pas arrivé à ce taux de complexité qu'on représente, hein, l'espèce humaine, si nous ne tapions pas régulièrement dans des murs, dans des impasses, dans des choses à résoudre, se mettre dans des situations où on doit résoudre des problèmes. C'est ça qui fait qu'on va devenir inventif. Et toute notre physiologie et notre anatomie répond à ce principe-là. On va le voir au niveau même du développement embryonnaire du cerveau. Alors, développement embryonnaire, quand on est un embryon au début, hein, ce qui se développe d'abord, c'est juste un tube neural. On appelle ça le tube neural. Et à partir de ce tube-là, il va commencer à y avoir ce qu'on appelle des vésicules, donc des espèces de ventres, des gonflements qui vont apparaître. On va en déterminer 3 tout d'abord, dans les premiers temps vraiment du développement embryonnaire. Le prosencéphale, le mésencéphale, le rhobencéphale. Alors j'ai au bout d'un moment raccourci les noms, hein, parce que ça va toujours être quelque chose encéphale. Donc pro, mé, rhobencéphale. Ce sont les 3 vésicules primitives qui vont petit à petit donner naissance à 5 autres vésicules qu'on dit secondaires et qui, elles sont vraiment, ces vésicules préfigurent vraiment de notre cerveau qui va naître ensuite. Donc là, on va avoir le prosencéphale qui va donner naissance au télencéphale, mais aussi au diencéphale. Le mésencéphale reste le mésencéphale, et le rhobencéphale donne métencéphale et myélencéphale. Tout ça, c'est des mots un petit peu complexes, mais pour vous dire que les 3 deviennent 5, et là, on commence en fait à deviner la future forme du cerveau. C'est pour ça que ce développement embryonnaire est très intéressant. Le télencéphale, la partie haute, en fait, c'est ce qui va donner nos 2 grands hémisphères. Vous savez, c'est ce qu'on imagine quand on pense au cerveau, c'est-à-dire l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, cette substance un petit peu gélatineuse, grosse comme 2 points, qui est notre cerveau, qui fait 1500 grammes à peu près. Ça, en fait, c'est ces 2 oreilles de Mickey, là. C'est le télencéphale, qui donne naissance à nos hémisphères. J'ai mis un petit 1, parce que ça renvoie après à notre schéma ici. Le diencéphale, lui, il va garder une partie qui s'appellera le diencéphale, mais il va aussi donner naissance à la rétine. Nos yeux sont en fait une projection, une continuation, une continuation, hein, cherchez dans le dictionnaire la bonne formulation, de notre cerveau. Les yeux sont notre cerveau. C'est pas un développement à part, c'est vraiment un morceau de notre cerveau qui est allé
jusqu'à s'aplatir et s'éloigner du cerveau. Mais il y a vraiment un lien très fort, c'est même plus qu'un lien, ça fait partie de notre cerveau. Intéressant de noter, rétine et diencéphale. Le diencéphale, on en a déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos sur le système endocrinien, nerveux, le sommeil, parce que il contient le thalamus, l'épithalamus et l'hypothalamus. L'hypothalamus, vous savez, c'est le grand chef d'orchestre du système nerveux, du système hormonal. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais je vous renvoie sur les anciennes vidéos. Le thalamus, on en a parlé dans le sommeil, parce que c'est ce qui va aider justement à la consolidation de la mémoire court terme, long terme, etc. Et c'est vraiment un carrefour énorme de notre cerveau, ce thalamus. Donc on en reparle plus en détail dans les prochaines vidéos. Le mésencéphale, c'est ce qui va donner le tronc. Alors le tronc cérébral, j'ai marqué 4, on est ici. Tronc cérébral, on va le délimiter en plusieurs parties. Il y a le bulbe, il y a le pont, il y a le mésencéphale qui est ici. Le métencéphale, ça va être une partie du tronc, mais aussi du cervelet. Le cervelet qui est là. Et le myélencéphale, c'est pour le bulbe rachidien, qui est le dernier morceau du tronc, celui qui est le plus bas. Donc voilà, on a en fait ce développement qu'on part vraiment d'une simplicité ici, qui fait des ventres, et qui fait encore plus de ventres, et qui va donner après naissance à ce cerveau complexe. Là où j'ai écrit la contrainte créer la complexité, c'est que ce développement-là, il va aller plus vite que notre cavité, que notre tête. Donc, il va falloir qu'il fasse des courbures. Si à l'intérieur ça se développe plus vite qu'à l'extérieur, en fait, il va falloir qu'on prenne plus de place, et c'est ça en fait qui va créer des courbures, c'est ça qui va créer des replis, et qui va créer plus de complexité. S'il n'y avait pas cette contrainte-là, contrainte du crâne en fait, on ne ferait pas des repliements à l'intérieur même de notre cerveau, de notre tête. Donc, ce qui va se passer, c'est que lui, il aura beau grandir et gonfler un petit peu, il va taper contre notre tube neural, il va taper contre la cavité cervicale. Donc, il va commencer à se replier. Et il va y avoir deux grandes courbures qui vont se créer ici et ici. La courbure mésencéphale et la courbure cervicale. Donc la tête ici du diencéphale va se replier vers le tronc et à 5 semaines. Et à 13 semaines, vont commencer à se développer, comme des oreilles de Mickey, vers l'arrière et vers les côtés, nos deux hémisphères. Encore une fois, sous la contrainte de l'espace restreint qu'ils ont autour d'eux. C'est-à-dire devant, il y a le crâne, donc on ne peut pas se développer. Donc on envoie vers l'arrière et vers l'extérieur notre télencéphale qui devient nos deux grands hémisphères. Mais les deux grands hémisphères, eux aussi vont grandir, donc vers les côtés et vers l'arrière, mais ils vont taper contre la boîte crânienne. Donc eux aussi vont faire des replis, et plein de replis. Et ces replis-là s'appellent les gyrus. Ils sont ici. C'est ce qui donne vraiment ce côté éponge repliée sur elle-même des deux hémisphères. Et ça, en fait, ça augmente la surface. Ça augmente la complexité. C'est grâce à ça qu'on peut mettre plus de neurones. Donc à la naissance, voilà la configuration. Donc sur les réseaux, je m'étais amusé à enlever les deux hémisphères et à juste vous mettre ça. Et c'est fou comme ça ressemble à une abeille, en fait. Hein. C'est complètement dingue. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir un oiseau. On en reparle. Donc, notre gyrus, c'est ici. Donc, ce sont donc tous ces petits replis du cerveau. Et on va avoir des fentes, des sillons, on va en reparler dans les prochaines vidéos, qui vont nous permettre de délimiter les lobes, en fait, le lobe pariétal, le lobe frontal, etc. Et nous repérer de manière géographique, en fait, à l'intérieur, en tout cas en surface de notre cerveau, parce que ce qu'on nomme quand on dit les lobes pariétaux, le lobe pariétal, le lobe frontal, etc., en fait, c'est la partie corticale, c'est l'écorce des deux hémisphères. Et c'est ça qu'on appelle le cortex. C'est vraiment le haut, vraiment la partie extérieure. Et cette partie extérieure-là, on appelle ça la matière grise, la substance grise, parce que ce sont les corps des neurones, les corps cellulaires qui sont plus gris, ou des interneurones qui sont myélinisés ou amyélinisés.
mais en grande partie les corps, et c'est pour ça que c'est gris. Alors que la substance blanche là, qui est ici, qui fait le lien en fait entre toutes les parties du cerveau, ça, ce sont des neurones qui sont myélinisés, et cette myéline, ce corps gras, donne la couleur blanche. Donc la substance blanche, substance grise. En bleu, on a des cavités en fait, qui sont creuses, et ça nous renvoie ici à nos ventricules qui font circuler le liquide cérébrospinal, le liquide qui nourrit en fait le cerveau. On y revient après. Et à l'intérieur même du cerveau, donc là on a bien compris qu'on a coupé le cerveau, pas le vôtre, pas le mien, vous inquiétez pas, c'est un schéma, ni celui de Jean-Louis. De toute façon il ne tiendrait pas dans la salle celui de Jean-Louis évidemment, mais on l'a coupé pour le voir un peu comme si on le voyait de haut. Hein. Et là on voit qu'il y a des petits îlots de matière grise. Et ça, ce sont les noyaux basaux qu'on va étudier par la suite, très intéressants, dont le thalamus, et ce sont donc des corps, encore une fois, de cellules neuronales, donc des neurones, donc de la matière grise. Et il va se passer beaucoup de choses entre le cortex et les noyaux, entre autres. Donc voilà, ça va être très intéressant d'étudier ça aussi. Et donc, nous avons en bleu ici des cavités, donc du creux. Et bien, ce creux, en fait, il est rempli de liquide, c'est le liquide cérébrospinal. Donc en bas, on a le canal central de la moelle épinière, et le liquide va circuler à l'intérieur du cerveau dans différents ventricules qui correspondent tous entre eux. On a les ventricules latéraux qui suivent en fait cette formation qu'ont eu les deux hémisphères, et il y en a un dans chaque hémisphère. Ils ont une forme en C, hein, on voit bien le C ici, et qui fait un peu comme des ailes d'oiseau, hein, ça ressemble vraiment à des ailes d'oiseau. Je ne veux pas insister, mais ça ressemble vraiment à une tête d'oiseau. Et ces deux ventricules, donc, irriguent, amènent jusque dans les hémisphères le liquide cérébrospinal qui va être le liquide nourricier des cellules gliales, donc les cellules, certains types de cellules neuronales qui sont, comme leur nom l'indique, une glu, qui sont le support nutritif qui vont aider les neurones, mais aussi le liquide cérébrospinal va nourrir les neurones en tant que tels dans différentes matières pour consommer du glucose, du carburant, des lipides, etc. On a le troisième ventricule ici, il y a une correspondance, donc ça correspond avec les ventricules latéraux, entre autres. On a l'aqueduc du mésencéphale, ici, qui amène jusqu'au quatrième ventricule. Ce qui est intéressant, c'est que le quatrième ventricule, il correspond, grâce à des orifices, à tout en fait, l'espace subarachnoïdien qui englobe notre cerveau. Et cet espace-là, qu'on verra aussi par la suite, ben lui aussi, il faut le nourrir en liquide cérébrospinal. Donc là, on a vraiment une correspondance. Le liquide, il se déverse aussi dans l'entièreté qui englobe notre cerveau. Et puis, notre canal central de la moelle épinière. Donc voilà à peu près comment ça se passe, comment ça se développe, par la contrainte, comment ça devient complexe, et comment on nourrit ce cerveau-là, comment on nourrit cette architecture-là. On va voir par la suite quelles sont les fonctions. Là, c'était vraiment de l'anatomie, mais la physiologie derrière ça, à quoi ça sert, à quoi sert tel et tel noyau, comment communiquent les deux hémisphères entre eux, quelles sont les distinctions entre les deux hémisphères. Et ce qui va être vraiment passionnant et qui va faire le lien avec vraiment le travail qu'on a fait au niveau de la proprioception, avec le travail des patromoteurs de Mathieu Boulet, mais aussi de Julien Pinault quand on parle du cortex insulaire pour la gestion des émotions, de la douleur, etc. On va voir comment en fait cette architecture donne naissance à nos sensations, à nos émotions, à notre posture, à notre motricité, à notre coordination, quelles aires du cerveau régissent le visuel, le proprioceptif, l'auditif, le gustatif, bref, c'est passionnant tout ça. Mais il fallait qu'on passe par cette zone anatomique, cette première approche anatomique. On n'a pas fini parce qu'on va en reparler après de l'anatomie, notamment au niveau des différents lobes, où se situe le lobe frontal, pariétal, etc. Voilà les amis. Il y avait pas mal de termes techniques, mais j'espère que vous allez pouvoir reprendre cette vidéo pour avoir ces bases-là, pour qu'on construise après toute une série de vidéos sur le cerveau,
de manière constructive et pertinente. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.